Eh, Ouais. en bon breton, tu sais à quel point la marinière est importante pour nous. Ah mais c'est vital. Ah bah c'est... J'en oui. ai 12. C'est un peu notre seconde peau, quoi. Bah ouais, entre la marinière, le drapeau breton et une bonne plaquette de beurre salé, en tant que bon breton, ou en tant que tout petit breton, hein, selon qui tu veux citer, tu te dois d'avoir cette sainte trinité locale. D'ailleurs, moi c'est simple, j'ai toujours une plaquette de beurre dans la poche, on sait jamais. Ah c'est ça qui coule là. Ouais, D'accord, il fait un ok, peu ouais. chaud aujourd'hui, donc ouais, bon, voilà. J'ai un peu les doigts gras. Et bah, tu sais quoi? Les Occitans, les salauds, nous ont volé le record du plus grand nombre de marinières portées lors d'un rassemblement. Scandaleux. Ah mais c'est encore un de tes super records. Ouais, comme le plus exactement. grand nombre de schtroumpfs. Exactement. Ouais, ok, ouais. Alors que le premier record avait été établi par les Occitans, avec 290 personnes en portant en 2019, les Bretons de Roscoff ne s'étaient pas laissés faire en reprenant le flambeau avec 416 personnes. Et voilà qu'ils nous reprennent le truc avec 926 personnes en portant. Donc ça s'est passé au mois d'avril, il y a quelques semaines là. Franchement, là on n'est pas loin, je trouve, de l'incident diplomatique et à la limite de la déclaration de guerre. Imagine une baston générale entre Bigouden et Béret, ce serait génial. Mais allez, Bretons, les Bretons au pays là, vous avez pas vous laisser faire comme ça quand même, réveillez-vous! Dans ton culture. Pas mal, c'est français. Bah dis donc, Jamy, c'est quoi un boucaquet? Ce que tu dis n'a aucun sens. Comme Béatrice est noble comme elle va nous virer, c'est une confiance. Une poufiasse. Oui. On va chez Dame Béatrice, la poufiasse. Et alors, où allons-nous les gars? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir, foutoir et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond des choses et on vous parle de plein de trucs sur des trucs. Nous sommes réunis pour un nouvel épisode qui, nous espérons, vous trouverez intéressant et rigolo. Parce que rigoler, c'est important, surtout par les temps qui courent avec le nombre de douilles astronomiques que l'on nous met en ce moment. Entre nous, expats, Goth et moi, donc expats vivant à Dublin, où la pinte est de plus en plus chère et que pour pouvoir louer un 50 mètres carrés insalubre, bah ça te coûte carrément une couille. Et vous, chers amis auditeurs tristes qui êtes au pays, qui subissez également la hausse des prix, vous vous tapez le gouvernement le plus schlingos qui soit de la 5e. Entre le maire, Darmanin et Attaloche dans la gueule, je vous plains franchement. Mais bon, on n'est pas là pour parler de cette bande de porte-cravates sans personnalité, mais bien entendu de vous faire découvrir des petites choses sur des sujets piochés au hasard. Le principe est simple, nous piochons chacun un sujet au hasard et nous vous le présentons. Bien entendu, je ne suis pas seul, car je suis bien entendu accompagné d'un mec. Mais alors le mec, quoi. D'un type, mais alors ce type, quoi. Je parle bien entendu de mon vieux gars, je vous le donne en mille. Je veux bien entendu parler de Goth. Comment ça va, mon pote? Ça va très bien. Ça fait plaisir. Et j'ai beaucoup aimé ta diatribe. Hein. Je n'ai même pas senti de t'interrompre parce que je suis tellement d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Oh, je suis colère. je suis un peu soupolé aujourd'hui. Voilà, donc bah écoutez, installez-vous confortablement, ouvrez un paquet de chips ou faites ce que vous voulez. Faites l'amour, tiens, faites l'amour en nous écoutant. Et on commence avec le premier sujet. Mais c'est le Concorde. Regardez, c'est le Concorde. Il est beau, hein. Alors, j'étais tenté de commencer ce sujet en faisant une imitation d'avion qui décolle, mais je me suis rappelé que j'avais déjà fait ça avec les tanks. Alors Ah ouais. du coup, non. Et c'était un sujet très intéressant Mais d'ailleurs. oui, ma N'hésitez foi. pas à aller l'écouter, on parle de tank et de Gilles de Rais. Absolument fascinant. Ouais. Donc du coup, il va falloir que je me creuse un peu la tête pour cette introduction. Alors attends 2 secondes. Ah voilà, on pourrait commencer par un truc comme ça. Depuis l'Antiquité, au moins, les hommes rêvent de voler. Le mythe d'Icare représente bien cela. Même si à la base, les ailes furent fabriquées pour s'échapper du labyrinthe de Dédale dans lequel se trouvait le Minotaure, Icare, grisé par sa liberté nouvellement acquise que lui offrent ses ailes, s'approche trop près du soleil, brûle ses ailes et meurt en chutant. Léonard de Vinci, encore lui, développera des prototypes d'appareils volants
Et au début du XXe siècle, des tarés tenteront également de mettre au point des appareils capables de voler. Oui, je les appelle des tarés car ces inventeurs testaient le plus souvent eux-mêmes leurs machines au péril de leur vie. Ah ouais, mais non, mais de toute façon, c'était des inventeurs à qui on pouvait clairement dire vous faisiez ce que vous disiez. Voilà. Clair. On est d'accord. Ils portent leurs idées. Voilà. Bizarrement, ce mythe d'Icare, je trouve, est une bonne analogie pour décrire l'histoire du Concorde. Et ce n'est pas Tina Arena qui me contredira avec cette chanson « Allez plus haut !» C'est l'histoire d'un projet fou à une époque où tout semblait possible, mais qui finit malheureusement par être enterré. Alors le Concorde, c'est quoi ? C'est évidemment un avion que l'on appelle supersonique car il dépasse la vitesse du son qui est de 343 mètres par seconde, environ 1235 km par heure, ou Mach 1. Bah, le son, ça va très très vite. Très très Comme très. le son de nos voix que vous entendez actuellement, il vous arrive de manière très rapide. Quand un avion de ligne atteint une vitesse de 920 km/h, à combien va un Concorde, mon cher Goth ? Va-t-il à 980 km/h, 1250 km/h, 2145 km/h ou 4000 km/h ? Je dirais la troisième réponse de 2000 km/h. 2145 km/h ? Ouais. Et c'est une très bonne réponse. Oh yeah. Et oui, et oh yeah. Et oui, Non, parce que effectivement, j'aime le Concorde, donc du coup je suis content d'avoir trouvé parce que c'est bien. Et oui, effectivement, cet avion était capable d'aller de dépasser 2 fois la vitesse du son. Donc c'est quand même une sacrée dinguerie, quoi. ouais. Et quand un avion de ligne peut aller à une hauteur de 12 200 mètres d'altitude, à quelle altitude le Concorde peut-il voler ? Est-ce 16 000 mètres, 18 000 mètres, 20 000 mètres ou 30 000 mètres ? Oh là là, non mais elles Ouais, sont compliquées tes questions. Ouais, hein. je sais. Oh là 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 Je suis là. taquin. Allez, je vais dire 20 000. Et c'est une mauvaise réponse. Oh, zut. C'était 18 000 km. Ouais. Non, n'importe quoi, 18 000 mètres. 18 000 kilomètres. No limite, mon gars. Il allait jusqu'à la lune. Et en effet, c'est tout à fait normal car il était conçu spécifiquement pour les vols intercontinentaux. Et donc notamment traverser l'Atlantique. C'est-à-dire qu'en même temps, prendre le Concorde pour faire un Paris-Quimper, par exemple, très très peu utile. Ouais, c'est un peu overkill. C'est un petit peu, c'est pas nécessaire. Ouais, ça on est d'accord. À la limite, tu vas plus vite sur l'autoroute avec le Concorde. C'est vrai. Voilà. Et alors du coup, là, je suis un peu surpris avec cette information parce qu'en fait, c'est pas que un projet français, le Concorde. C'est un projet franco-britannique. Ah, absolument. Ouais, et donc par les Français donc de Sud Aviation, c'est les anciens d'Airbus, et les Anglais de British Aircraft Corporation. Et donc cet avion opérera de 1976 à 2003. Et alors au début, De Gaulle, encore lui, oui. Alors, attention, ne dis pas de mal du général. De Gaulle proposa un autre nom au Concorde. Quel était ce nom, mon cher Goth ? Oh là, tu m'inondes de questions là. Ouais. Ah. Était-ce l'avion supersonique ? Était-ce le Concorde sans eux ? Était-ce The Arrow, la flèche en français ? Ou le Charles de Gaulle, le melon, le gars, quoi. Bah écoute, ça va pas être... si c'est Charles qui l'a proposé, ça va pas être The Arrow parce qu'on sait qu'il ne savait pas parler anglais. Tu sais quoi, je pense qu'il aurait nommé l'avion après lui, ouais. C'est une mauvaise réponse. Oh non. Ouais, j'aurais trop voulu, mais non. Ouais. Ouais, Ah non, dommage. c'est quoi alors ? Le Concorde sans eux. Ouais. Et ça, c'est De Gaulle qui l'avait suggéré. Ouais, qu'on lui ouais, donne ouais. un nom anglais. Ouais. Ah, ok, d'accord. Et effectivement, donc il s'agissait donc bien il suggérera le Concorde sans eux, mais suivant une polémique côté français due à l'absence de la dernière lettre, le ministre britannique Tony Benn, à l'époque, cédera et Concorde avec un E sera alors conservé. Il justifia son choix car E, ça va avec excellence, Europe, England et enculé de français. Beaux joueurs les British. Ah ouais, toujours. Aucune rancœur, rien du tout. Alors je ne vais pas rentrer dans Attends, et encore, ça aurait pu être pire parce que l'avion, il aurait... Imaginez s'il l'avait appelé Jeanne. Oh, pitié, quoi. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de l'appareil, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il disposait de 4 turboréacteurs Rolls-Royce, d'une aile Delta dite néo-gothique,
mesurait plus de 60 mètres et pouvait embarquer une centaine de passagers. Il fut également le premier avion civil à être équipé de commandes de vol entièrement électriques, pour la simple raison qu'en vitesse supersonique, l'avion chauffait tellement qu'il s'allongeait et que du coup, on ne pouvait pas compter sur les câbles. Ah la vache. C'est fou, hein? Ouais. Ah ouais. C'est quand même assez Et taré, les phases quoi. de test, ça a dû être quelque chose. Hein. Ah, tu m'étonnes. Seulement 20 exemplaires furent construits. Ah, il y en a eu 20. Ouais. Je sais pas pourquoi, moi j'étais persuadé qu'il y en avait que 2. Genre, moi, j'étais pensé qu'il y en avait qu'un. Ouais, d'accord. Ah oui, mais je pense que c'est dû au fait qu'on dit toujours le Concorde. Genre, ouais, il y en a qu'un, quoi. Comme la Tour Eiffel, Je vois la logique. par exemple. Mais non. C'est 20 exemplaires qui furent construits. Et la raison, en fait, elle est toute simple. Hein. C'est que le projet coûta extrêmement cher. On parle de 11 milliards de francs pour le projet de développement. Ce qui Et correspond... nouveau, pas ancien, j'imagine. Oui, tout à fait. Ce qui correspond en euros à 12 milliards 431 millions 100 000 euros. C'est plus que le trou de la Sécu en 2024. Petite crotte de nez. Ah, mais toi, ah, puis t'as fait tes recherches, hein, dis donc. Ouais, j'avais envie de comparer. Ouais, c'est complètement hors contexte, mais j'avais quand même envie de le sortir. Non, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et puis surtout, la dinguerie, c'était sa consommation en kérosène. Parce qu'on se fout de la gueule des Américains avec leur gros pick-up dégueulasse. Mais alors le Concorde, c'est la catastrophe. 450 litres de kérosène étaient nécessaires rien que pour le faire décoller. Et 14 litres de carburant pour 100 km étaient nécessaires pour déplacer ne serait-ce qu'un seul passager. Ah, oui, parce qu'au début, je me disais, bon, 14 litres, ça va. Mais, ah non, c'est par passager. Donc tu multiplies ça par 100, quoi. Ouais, de la folie, quoi. Ah, vache. Les avions modernes, en comparaison, ne consomment, eux, que 3 litres de carburant par passager pour 100 km parcourus. Donc clairement, c'était pas tenable. Et malgré, en plus de ça, donc le choc pétrolier de 1973, le premier vol donc malgré ce choc pétrolier, le premier vol du Concorde eut lieu en 1976 et fut un événement retransmis à la télévision dans le monde entier en direct. Il y a eu en fait 2 vols, un Paris-Rio de Janeiro et un Londres-Bahreïn. Comment tu prononces Bahreïn? Non, c'est Bahreïn. Bahreïn. Ouais. Mais c'est un tout petit pays. Oui. Le décollage et l'atterrissage seront retransmis en direct au journal de 13h et le vol à destination de Rio de Janeiro donc fait escale à Dakar à 15h30. 2h30 de vol pour faire un Paris-Dakar contre plus de 5 heures pour un avion ligne classique. Est-ce que c'est pas un peu le plus court des Paris-Dakar? Hey Mais je trouve ça fascinant par contre, 2h30. C'est fou, hein. Ah non, mais c'est incroyable. Et il atterrit à 20h heure française à Rio. Donc 8 heures avec escale pour aller à Rio de Janeiro, quoi. Propre. C'est fou, Ouais. quoi. Donc il y a un engouement certain autour de cet avion, mais malgré tout, donc les limites se font ressentir dès le début. Déjà, donc encore une fois, le coût faramineux du projet, sa consommation en carburant, comme dit plus tôt, mais également sa maintenance, qui est infernale car elle nécessite plusieurs dizaines d'heures de contrôle après chaque vol. Donc l'enfer, Ah ouais, quoi. C'est quand même qu'ils savaient que c'était pas d'une fiabilité folle. En plus de ça, les fumées dégagées au décollage et le bang supersonique, caractéristique des avions supersoniques, qui ne permettait tout simplement pas de l'exploiter à proximité des zones urbaines. Bah non, déjà, Donc déjà, puis même le bruit au décollage, parce que bon, on va pas se mentir, déjà habiter proche d'un aéroport, C'est ouais, chiant. c'est pas ouf, Non, c'est pas c'est terrible. clair. Mais alors imagine si c'était à la Concorde. Ouais, là, c'est clair. c'est double peine. Hein. À la folie, Franchement, En plus de tout ça, le carnet de commandes est ridicule et ne permet pas de rentabiliser le projet, et au final, uniquement Air France et British Airways en achèteront. C'est les 2 seuls qui en achèteront. Et un peu obligés, quoi. Ils sont un peu fait forcer la main, je ouais, ce serait un peu la loose, quoi. Ouais, c'est clair. Après c'est les clair. 12 milliards, non, mais en fait, on n'en veut pas. Ouais, non, c'est beaucoup C'est trop cher. ouais. Il y a eu plein d'options de poser par plein de compagnies aériennes, mais elles ont toutes annulé, en fait, parce qu'ils sont là, non, on peut pas. Ouais, en fait, je pense qu'ils aimaient bien l'idée, mais après, dans la pratique, ils se sont rendus compte que c'était vraiment trop compliqué. Bah non, quoi. c'est pas rentable, quoi. Le projet, donc bien qu'ambitieux et révolutionnaire dans le domaine de l'aviation civile, était donc malheureusement voué à l'échec. Et en 2000, alors que l'avion n'avait jamais subi d'accident, se produit le terrible accident de Gonesse où 113 personnes perdront la vie. C'est une tragédie et l'enquête déterminera que l'accident était dû à une lame métallique qui était tombée d'un avion précédemment, qui utilisa donc la même piste peu de temps avant et qui au moment du décollage du Concorde
fit éclater un pneu et projeta des débris qui endommagèrent alors l'aile, entraînant des avaries, ce qui provoqua, quelques temps plus tard, le crash de l'avion sur un hôtel alentour. Mais ça, en plus, si je puis me permettre, Bien sûr. j'avais entendu parler de ça vraiment en détail dans un podcast qui s'appelle Pardon Maman, qui a arrêté d'ailleurs depuis, un podcast de vulgarisation. Et un des intervenants, en fait, qui décrivait heure par heure, entre le décollage et tout ça, etc. Et que apparemment, les chances qu'un accident pareil arrive étaient infinitésimales. Genre, c'est vraiment pas de bol. Genre, voilà, que cette pièce-là se coince à tel endroit et déclenche cette réaction, ça. C'est voilà, et donc et c'est très très bien raconté, donc je le conseille. Voilà. Ouais. Ok. Merci pour le conseil. Ah mais je t'en prie. Cette tragédie donc terminera l'exploitation du Concorde, même si quelques vols auront encore lieu jusqu'en 2003. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car une enquête menée par Special Investigation en 2010 apporte de nouveaux éléments, car il semblerait que des négligences en amont aient eu lieu par rapport à la maintenance de l'appareil. Déjà, selon des témoins oculaires, l'aile de l'avion était déjà en feu avant la lamelle de métal. De plus, l'appareil était en surcharge et une entretoise manquait. Une entretoise ? Une entretoise, c'est une pièce métallique qui sert à relier deux autres pièces. Ah oui, ok. Ouais. Ceci dit, cette enquête est quand même à prendre avec des pincettes, car d'après ses détracteurs, elle aurait ignoré certains éléments révélés lors de l'enquête préliminaire. Donc il y a un peu un flou autour de cette contre-enquête, si on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'était Special Investigation ? Ouais, Okay. c'était diffusé en 2010, ouais. Ah bah oui, je crois que Bolloré avait déjà racheté Canal+, donc... On l'aime bien lui aussi. Peut-être qu'un jour on fera un sujet sur lui d'ailleurs. J'ai honte d'être Quimpérois quand j'en parle de ça. Ah bah non mais c'est, je sais plus, bon, complètement hors sujet, mais il y a un mec qui suggérait, plutôt que d'être anti-riche sur un plateau en France là, il disait qu'il valait mieux être anti-breton en fait, parce que les plus riches en France, c'est des bretons. Reprends ton sujet s'il te plaît. Ouais, c'est vexant hein. C'est terrible. Ouais. Ah. Bon, mon sujet se termine ici. Comme Icare, c'est l'histoire d'un projet trop ambitieux, mais qui fait rêver le monde. Le Concorde révolutionna le monde, ça c'est indéniable, le monde de l'aviation, au regard de l'actualité, et notamment au niveau de la pollution générée par le monstre que c'était, impossible que ce projet, ou même d'autres projets similaires, voient le jour à l'avenir. Je laisse maintenant place à Goth et son sujet, qui... J'ai aucune chute. Hé, toi là-bas, bah, tu vas où comme ça? Bah viens au cirque mon gars. À partir de ce soir, le cirque plein d'air est dans votre ville pour 3 représentations. Venez voir les clowns, les dompteurs, les acrobates. Dès 19h sur la place du marché de Hédé, en face du Central. Voilà ce que m'évoque principalement le thème du cirque. Étant donné que je n'y suis allé qu'une seule fois dans ma vie, et c'était il y a tellement longtemps que j'en ai aucun souvenir. Et toi, Sam, tu y es déjà allé ? Alors oui, j'y suis allé, mais c'est pareil, honnêtement... T'en as pas gardé un souvenir Ah non, je m'en impérissable, souviens plus du tout, quoi. Maintenant que j'y pense, j'ai des flashs, tu vois, qui reviennent, mais ouais, je crois que j'y suis peut-être allé une fois, mais c'est tout, ouais. Ouais, bah pareil, moi, c'était vraiment pas une habitude. Moi, ce que j'aimais juste aller voir, c'était aller voir la ménagerie. Quand ils avaient encore des animaux. Hein, voilà, la belle époque. Alors, bon, du coup, j'ai décidé que j'allais scinder mon sujet en deux, à la manière d'un gâteau très intéressant. On va donc commencer avec le très très vieux, soit le cirque dans l'Antiquité. Et plus particulièrement les jeux du cirque dans la Rome antique, dont tout le monde a forcément déjà entendu parler, et ce, très certainement, un soir de Noël durant la 57e rediffusion des 12 travaux d'Astérix. Évidemment. Le laissez-passer à 38. Ouais. Alors, le petit biscuit. Et le petit... La bête, c'est ici. Alors, le terme générique de jeu du cirque désignait divers spectacles et compétitions, dont les plus anciens étaient notamment les courses de chars et le pugilat. L'origine de ces jeux remonte à l'un des premiers épisodes de l'histoire de Rome. Selon la légende, Romulus, fondateur de Rome, tu sais quel était son frère à Romulus ? Rémus ? C'est une très bonne réponse. Donc, l'un des deux fondateurs de Rome. Il institua les jeux pour attirer les peuples voisins et leurs femmes, les Sabines. Et pour ainsi procurer des épouses à ses compagnons, les petits coquinous.
Alors à son apogée, Rome ne comptait pas moins de 12 cirques, dont le plus ancien, le Circus Maximus, ou Grand Cirque, était aussi le plus grand avec 150 000 places, suite aux travaux que firent effectuer Jules César et Auguste pour l'agrandir. En comparaison, le Stade de France, c'est 90 000 places au maximum. Donc c'était très grand. Effectivement. Bon, il en reste quelques ruines visibles à Rome, mais dans l'absolu, il n'existe plus. Et on connaît tous donc le fameux dicton du pain et des jeux. Alors pané, Sam, pané et vino. Petit ton. Ouais. Mon gars. Oh la culture. On n'en peut plus. Alors Sam, à qui doit-on ce fameux dicton? À Juvénal, à Caligula, à Jules César ou Obélix? J'hésite entre Caligula et Jules César. Bon, allez, je vais prendre Jules César. Et c'est une mauvaise réponse. Ah, zut. Non, en fait, c'est Juvénal, un poète satirique romain de la fin du 1er siècle. Ouais. Voilà, qui considérait que c'était vraiment un truc d'attardé. Bah ouais, du pain et du vin pour oublier la misère, quoi. Voilà, exactement. Caligula, lui, il est né le... Alors, moi, j'ai noté, parce que je trouvais ça assez amusant, c'était marqué, né le 31 août 12. Tu vois, genre t'es né quand? Bah en 12. Genre, et au lieu de mettre de l'an, souvent si on dit de l'an, en l'an 12, ouais. Et non, là c'est 12. Et Jules César, lui, est né le 12 ou le 13 juillet en 100 avant JC. Avant Jean-Claude Van Damme. Ouais, d'accord. Alors j'ai aussi découvert à ma grande surprise que contrairement à certaines idées reçues, le cirque n'était ni le lieu des supplices de chrétiens, ni des combats de gladiateurs. Et ces courses de chars n'avaient rien à voir avec les combats de gladiateurs qui, eux, se tenaient dans des amphithéâtres tels que le Colisée. Donc, pour le dire autrement, je peux citer l'historien Jean-Paul Thuillier. Il ne faut pas confondre Bénure et Spartacus. Voilà, ça parle à tout le monde, ça. Hein, ouais, c'est clair. Ça, c'est vraiment... D'ailleurs, Sam, est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Pas des masses, non. Je suis pas extrêmement... Non, on va dire que ça a un petit peu vieilli, quoi. Même si Gladiator, le film Gladiator de Ridley Scott est pas mal. Mais par contre, excuse-moi, juste un truc. Donc, tu viens de dire qu'en fait, c'était pas... En fait, il n'y avait pas de supplice de chrétiens, c'est ça? Non, en fait... mais j'y reviendrai un petit peu après. D'accord. C'est là où, justement, ouais, c'est pas vraiment avéré. Ok, parce que pourtant, enfin, il me semble que c'est Sainte Blandine, c'est ça? Il y a un tableau qui représente Sainte Blandine qui se fait. Ouais, mais justement, mais ça c'est plutôt des choses qui ont été mises en avant par les chrétiens. Mais c'est pas forcément historiquement avéré. C'est à prendre avec des pincettes. Okay. Dire, voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Donc en fait, il faut imaginer que donc t'as le Colisée, c'est vraiment une arène ronde, tout ça, etc. Mais le cirque, c'est une arène plutôt ovale avec un muret au milieu, en fait, avec un terre-plein. Voilà, exactement, un terre-plein, comme un rond-point. Mais qui est vraiment au milieu, et où les chars tournent autour, en fait. C'est très différent d'un Colisée. Donc le programme du spectacle était toujours bien réglé et vraiment toujours identique. Donc après la pompa, donc soit un défilé d'introduction. Ensuite, on passait aux courses de quadrige. Donc ça, ce sont les chars sur 2 roues tirés par 4 chevaux. Ok. Donc ça va très très vite. Et puis ensuite, il y avait des spectacles de voltige équestre avant les exercices, on appelait exercices du corps, donc la course, la boxe ou la lutte. D'accord. Donc c'était vraiment plus un stade. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'ils étaient à poil? Il y a de fortes chances. Est-ce que vous voyez leur kékette? Il y a moyen, comme dans les premiers Jeux Olympiques. Yeah. Donc on vous parlera peut-être un jour, mais peut-être avec qui se profile là cet été, voilà, on verra bien. Petit teasing. Et alors, moi je voudrais revenir un petit peu sur le Colisée, où il y avait un autre type, donc il y avait les combats de gladiateurs, etc. Mais il y avait un autre type de spectacle que j'ai trouvé très intéressant, qui s'appelle la nomachie. Alors Sam, qu'était-ce donc? Des combats hommes-animaux, des batailles navales, des combats d'enfants, ou le spectacle d'un ostrogoth du nom de Noma qui venait déféquer au milieu de l'arène sous les acclamations de la foule. Nomachie. Je crois que c'est les batailles navales. Et c'est une excellente réponse. Effectivement, donc ce qu'il faisait, c'est qu'il remplissait le Colisée d'eau. Donc ça devait être une logistique incroyable. Fou, quoi. Après, des fois, il le faisait aussi dans le Tibre. Hein. Il le faisait directement dans la rivière parce que c'était un peu plus simple. Ouais. Et les combattants étaient souvent des condamnés à mort parce qu'ils se fritaient vraiment. C'était des batailles navales grandeur nature, quoi. Ah, la vache. Et on sait que les nomachiari, donc ce sont les combattants, avant le combat, saluaient l'empereur par une phrase qui est devenue célèbre: Morituri te salutante. Ceux qui vont mourir te saluent.
Phrase qui a été attribuée aux gladiateurs, mais non, en réalité, ça vient des Nomacharia. Ouais. Moi, je savais, j'ai lu Astérix aussi. Hein. Ah, voilà. Ah, mais c'est pour ça que tu connais tout ça. Bah ouais, mon gars, la culture. Ouais, mais je pense que pour la plupart des gens, c'est pareil. Il y avait également aussi, il y avait aussi des combats hommes-animaux. Donc, les fauves pouvaient se battre entre eux ou être exécutés dans des chasses par les gladiateurs. Et donc, ils érigeaient des collines artificielles, des bosquets ou des rochers dans l'arène pour... C'est fou. Ah ouais. Et par contre, les combats d'enfants, là, j'ai pas trouvé. Non. Je suis pas convaincu que ça existe. Je pense pas, ouais, non, effectivement. Mais pour juste, vite fait, donc je suis allé quelques fois me balader à Rome et j'ai eu la chance de visiter le Colisée où notamment il parlait de ça, de la nomachie, c'est ça? La nomachie, ouais. Et donc je savais pas du tout et c'est vrai que c'est quand même assez taré parce qu'effectivement quand tu vois le Colisée, quand t'es dedans, en fait tu t'aperçois que tu sais t'as le terrain, mais tu sais c'est vide en dessous en fait. Enfin tu sais t'as des combles en fait. Oui. Et en fait ils retiraient les sols. Enfin c'est de la folie quoi. Ah mais c'était une logistique de ouf pour réussir à faire ça. Franchement ouais. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça très intéressant. Mais ouais, je suis très intéressé. Et donc là je vais attaquer à la deuxième partie de mon gâteau. Quittons la folie de la Rome antique pour la période tellement plus civilisée du 19e siècle, aux États-Unis de Murica. Fuck yeah! Yeah! Et donc je vais vous parler du cirque Barnum. Donc Phineas Taylor Barnum est né le 5 juillet 1810 à Bethel dans le Connecticut. Et alors, je veux faire un disclaimer directement, ce n'est pas lui qui a inventé les tentes pour les mariages et les barbecues. Ah. Même si on les appelle bien des Barnum du fait de ce cher Phineas. D'accord. Oh, absolument. Ok. Alors en 1834, à 25 ans, le jeune Barnum commence sa carrière dans le spectacle en prétendant dans la presse avoir trouvé la nounou de George Washington, censément âgé de 161 ans. Ok. En réalité, il profitait d'un flou juridique parce que l'esclavage avait été aboli aux États-Unis, ou tout du moins dans les États du Nord. Et alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a loué pour $1,000 par an, soit l'équivalent de $36,000 actuels, Joyce Heth, une vieille femme afro-américaine aveugle et paralysée, pour l'exhiber à Manhattan au nom de cette histoire, comme quoi, sachant que, évidemment, qu'elle n'était pas la nounou de George Washington. Et qu'elle n'était pas âgée de 160, je sais pas quoi. Mais voilà, mais le fait est que ça a eu énormément de succès, genre juste, ça a créé la curiosité, quoi. Ouais. Et à la mort de la vieille dame, il n'hésite d'ailleurs même pas à faire procéder à son autopsie devant 1500 spectateurs qui ont tous déboursé 50 cents pour connaître enfin son âge véritable, soit la moitié de celui qu'il prétendait. Donc elle avait 80 ans, ce qui était quand même déjà très âgé, sachant qu'on est quand même dans les années 1800. Ouais. Mais bon, voilà. Quel scandale, quoi. C'est à la suite de ce premier succès qu'il comprend que les phénomènes de foire peuvent le rendre très très riche. Et donc en 1841, il ouvre le P.T. Barnum's American Museum. À l'intérieur, donc c'est un immense cabinet de curiosités qui mêle des dioramas, des instruments scientifiques, des ménageries d'animaux exotiques, dont des belugas dans un aquarium. Ah ouais. Voilà, c'était il y a longtemps. Il devait pas vivre longtemps les animaux. Il devait avoir une vie géniale. Ouais. Mais l'attraction principale s'agissait évidemment des freaks. Ces personnes aux particularités physiques singulières qui fascinaient les foules. Donc, on a évidemment la femme à barbe, les frères siamois, les prodigieux acrobates, des indigènes de Patagonie, ou la sirène des Fidji. Alors, c'est une tête de singe cousue à une queue de poisson que Barnum présente comme un mystère de la nature. N'importe quoi. Plus c'est gros et mieux ça passe. Les gens étaient crédules à l'époque. C'est-à-dire que il y avait pas les réseaux sociaux. Ouais, il y avait pas internet parce que. Enfin bon, tu me diras maintenant non, tu vas te la balader. vérité est sur les réseaux sociaux, tu devrais le savoir. Non, ça c'est vrai ça. Ouais. Ah non mais en fait, je dis des bêtises parce qu'en fait à voir comment les gens gobent des conneries de nos jours, en fait non, les gens sont toujours très crédules. Oui, en fait. De toute façon hein. Oui. Et j'apprécie que tu utilises le mot crédule. Alors il y a d'ailleurs une phrase célèbre qui lui est attribuée. Alors Sam, quelle est-elle ? À chaque minute naît un pigeon. La vérité est une illusion et l'illusion est une vérité. C'est beau ça. La vie est un passage, le monde est une salle de spectacle. On entre, on regarde, on sort. Ou la vie trouve toujours un chemin. Oh. La vie trouve toujours un chemin qui bien sûr est une réplique très célèbre de Helen Ripley dans Star Wars. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, on est d'accord. Hein. Tu m'as un peu irrité là. Je sais pas, je suis tenté de dire l'allégorie là sur la vie est un passage, je sais pas quoi là. Ouais, la vie est un passage, le monde est une salle de spectacle. Et c'est quoi le premier ? À chaque minute naît un pigeon. Non, c'est tellement débile, je vais dire ça.
Et c'est une très bonne réponse. Oh Effectivement. Alors attends, par contre, c'est un apocryphe. Donc un apocryphe, c'est une phrase qu'on attribue à une personne décédée, mais on n'est pas 100% sûr que ce soit lui qui l'ait dit. D'accord. Mais voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il aurait dit ça? Enfin, quel intérêt de dire ça? Bah, chaque minute naît un pigeon, quoi. Tu peux faire gober n'importe quoi à n'importe qui. Ah, d'accord. Ok, oui. ok. On le surnommait aussi le prince des charlatans. Hein. Donc, Ah ouais, il avait une très bonne répute, ce monsieur. un gars sûr. Ouais, ça c'est sûr. Alors du coup là je vais faire une ellipse pour aller directement en janvier 1899, là on est en 41. Donc à ce moment-là, le plus grand spectacle du monde de Barnum et Bailey était à quelques... Donc c'était vraiment là une énorme tournée. On en était à quelques semaines de sa deuxième saison hivernale à Londres, quand éclate la révolte des Freaks. Alors, ils ont bien choisi leur moment pour se faire entendre parce que c'était pas une petite tournée. Hein. Pour vous donner une idée, elle se composait de 4 trains, chacun composé de wagons spécialement modifiés pour transporter le spectacle d'un parc d'exposition à un autre. La troupe comptait 860 personnes, dont 250 artistes, 460 chevaux et 660 autres animaux. Ah la vache. Donc là, c'est vraiment une grosse troupe. Et alors, le vendredi 6 janvier au matin, Annie Jones, la femme à barbe, convoqua une réunion pour protester contre l'utilisation du mot monstre ou freaks. Mm-hmm. Alors, ils se mirent d'accord pour arrêter d'utiliser le terme freak ou monstre, simplement sur la base que ils sont juste nés différemment de la famille humaine telle qu'elle existait, en fait. Ouais. Et donc, Saul Stone, le calculateur formidable, un mec très très balèze en calcul mental, prit la parole et Charles Tripp prit des notes en tenant son stylo entre ses orteils. Parce qu'il n'avait pas de bras. Stone a demandé... Non, faut pas se moquer, ce n'est pas bien. Désolé. Stone a demandé simplement pourquoi les autres artistes de la troupe étaient qualifiés d'artistes alors qu'ils étaient surnommés, eux, des monstres. Parce que bon, t'avais quand même, dans tous les actes, il y avait des dizaines de performances, quoi. Donc t'avais notamment un mec qui arrivait à faire jouer du xylophone à des cochons, des trucs comme ça. Et il disait, ouais, pourquoi est-ce que lui, on dit pas que c'est un monstre, tu vois? Je veux dire, c'est pas logique, bon. Et alors la réunion a donné lieu à une litanie de suggestions et de nouveaux noms envoyés de tout le pays, donc en Grande-Bretagne. Donc on a suggéré des ambiguïtés, des anomalies, des curiosités, des déviations, des inexplicables, des personnes particulières, des uniques, des inhabituels et même des caprices. J'ai pas compris celui-là. Caprice de la nature ? Caprice des dieux, caprice à deux. Moi j'ai pas fait. Franchement j'ai pas vu le lien. Bah ça va. Et alors après de longues discussions, le terme prodige, suggéré par le chanoine Albert Wilberforce de l'abbaye de Westminster, fut jugé acceptable. Donc une délégation a alors été envoyée à James Bailey, qui était désormais le seul responsable du cirque après la mort de Barnum 9 ans plus tôt. Ok. Alors il a apparemment bien accueilli la nouvelle et il a immédiatement ordonné que tous les panneaux et matériels publicitaires fassent désormais référence aux prodiges plutôt qu'aux freaks. Tout est bien, qui finit bien. Et ce jusqu'à donc la fin du cirque Barnum qui a existé jusqu'en 2017. D'accord. Voilà, et en fait ils ont dû arrêter parce que ils avaient plus le droit d'utiliser aucun animal. Et jusqu'en 2017 ils avaient encore le droit d'utiliser des éléphants. Et là finalement c'est fini. Ouais. Et là ça a signé l'arrêt de mort du cirque Barnum. Mais bon. C'est un peu triste pour tous ces gens qui vivaient de ça, et puis je pense que les dompteurs et autres éleveurs, tout ça, aimaient leurs animaux, quoi. Mais bien sûr, mais il y avait aussi pas mal d'accidents. Bah oui, c'est clair. Parce que tu ne dompteras jamais un animal sauvage. Donc, non, et puis bon, c'est quand même de la cruauté animale. Mais bon, après, je veux dire, les parcs aquatiques sont toujours pas interdits, hein, donc en attendant, c'est vrai. On laisse crever des orques dans des bassines de flotte là. Enfin bon, voilà. Excuse-moi, petit. Ah non, mais je t'en supplie, il y a absolument aucun problème. Alors, en conclusion, moi je vais me permettre de citer le dramaturge Pierre Wolf, qui suite à la sortie du film de Todd Browning en 1932, Freaks, dont les critiques étaient assez assassines en France, hein, et pourtant la sienne avait très bien résumé la situation. Quoi qu'on dise, quoi qu'on écrive, ce film fera courir tout Paris. Ces monstres qui vous ont bouleversé, choqué parce qu'ils défilaient sur l'écran, ces monstres de Marigny, vous les connaissiez, vous les aviez vus il y a quelques années à Luna Park, et vous ne vous êtes point révolté. Vous jouiez des coudes. Il vous plaisait de vous arrêter devant eux. Ces phénomènes, ces dégénérés vous amusaient. Pas une fois vous n'avez compris tout ce qu'il y a de tristesse, d'amertume dans ces yeux éteints. Les monstres, je les ai trouvés, mais parmi la foule. Waouh. Puissant. Nous voilà dans le vrac de l'émission, le moment où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés pendant nos recherches, et où on partage aussi des petites choses sur les sujets de l'autre gars de l'émission. Du coup, si tu permets, je vais attaquer. Vas-y, envoie. Alors, ouais, comme on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de preuve de persécution des chrétiens, ou du moins de chrétiens attachés à des poteaux et jetés au lion.
c'est pas avéré de manière historique. C'est fou parce que moi je me souviens de mes cours d'histoire de peut-être 5e ou un truc comme ça. Le truc c'est que dans mes recherches j'ai trouvé les deux. J'ai vraiment donc à prendre avec des pincettes. Ouais. Voilà. Parce que c'était quand même c'était des sectes. Enfin, l'Église chrétienne n'existait pas encore. Ah mais ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés. Mais c'était juste cet aspect-là. Est-ce qu'ils étaient vraiment jetés au lion parce qu'ils étaient crucifiés. Il y avait des crucifixions. Mais le fait d'être jeté en pâture au lion, tu vois, ou même souvent comme on dit dans Astérix, où Jules César il est quand même très très prompt à dire et puis on va les jeter au lion. C'était pas si courant que ça en fait. C'était vraiment l'idée, c'était pas des modes d'exécution, fallait que ce soit du divertissement quoi. Donc juste attacher des gens à des poteaux et les faire bouffer par des lions, il y a pas de spectacle. Fallait qu'il y ait du spectacle en fait. Donc en fait encore une fois je sais pas comment il s'appelle ce tableau, je crois que c'est l'agonie de Sainte Blandine ou un truc comme ça. Ou non, le martyr de Sainte Blandine, je crois que c'est ça le tableau. Donc en fait ce sera un mythe en fait. C'est pas avéré à 100%. On peut pas en être absolument sûr. Donc voilà, à prendre avec une petite pince à épiler. Pour le bien de cette émission, en ce qui concerne Barnum, j'ai regardé The Greatest Showman, donc film de 2017 avec dans le rôle titre Hugh Jackman, la Wolverine préférée de tout le monde. Et moi, j'avais jamais vraiment regardé. Je crois que la seule comédie musicale que j'ai jamais vue à part celle-là, c'était le film South Park. Autant te dire que voilà. Et je n'ai pas passé un bon moment du tout, parce que le film est excessivement romancé. J'ai été voir après, entre la réalité et le film, il y a un fossé immense. Ah ouais, ok. Voilà, c'est le film te dépeint ça comme une belle aventure d'amitié, c'est pas exactement ça. Et puis surtout, il chante tout le temps. Ah putain. Ah là là. J'adorais les comédies musicales quand j'étais petit. Grease, je l'ai regardé au moins 100 fois ce film-là. Je voulais être. Des fois, je regarde les vieilles comme ça, peut-être voir si c'est différent, quoi. Parce que là, c'est terrible, quoi. À chaque fois que t'as une scène, tu vois, où t'as deux personnages, où tu te dis, allez, c'est bon, l'histoire va avancer, et il commence à chanter. Et là, ok. Pitié. Et puis il y a Zac Efron en plus, donc. Voilà, donc non, après, si vous êtes fan de comédie musicale, c'est quand même très qualitatif, ça y a rien à dire. Mais par contre, il faut vraiment pas le prendre pour la profondeur de son histoire ou sa véracité historique. Surtout pas. Ouais, ok. Et alors du coup, toi, est-ce que t'as déjà rêvé de prendre le Concorde ? C'est quelque chose qui t'a... non, moi, comme je disais tout à l'heure, déjà en soi, je comprends tout à fait l'objet de fascination que représentent les avions. Tu vois, ça m'étonne pas du tout, par exemple, il y ait tout le temps des gens, par exemple, aux alentours des aéroports pour prendre les photos des avions, tu sais. À côté de l'aéroport de Dublin, il y a un petit parking exprès, et t'as toujours des mecs garés là qui regardent les avions décoller. Et honnêtement, je respecte tout à fait. Enfin, je trouve que vaut mieux ça que, je sais pas, collectionner des crottes de nez ou un truc comme ça, tu vois. Quel bel exemple. Ouais, non, je sais pas, tu vois, vous collectionnez son caca, comme Philippe Catherine, apparemment, il collectionne son caca, enfin, ou un truc comme ça. Bizarre. Ouais, ou genre de chier dans un seau et le balancer dans la rue comme au Moyen-Âge. Par exemple. Comme t'as dit dans le sujet là sur l'hygiène au Moyen-Âge. Ouais, il y a 2 semaines. Très intéressant d'ailleurs, allez l'écouter. Merci. Ouais. Mais Miss France, pareil, du béton. Mais petit instant promo. Mais du coup, c'était quoi ta question, excuse-moi ? Est-ce que t'as déjà rêvé ? Non, t'as jamais rêvé de prendre Non, jamais. Ah ouais ? Non. Ah, je sais pas, moi, toujours. Ah ouais ? Ah ouais. Puis même du coup en grandissant, en découvrant que littéralement tu pouvais décoller de Paris en milieu d'après-midi et arriver à Manhattan pour l'apéro, c'est fascinant quoi. C'est vrai que vu comme ça, c'est assez incroyable. Après par contre, ça a quand même toujours été réservé à une extrême élite. Ah, ça coûtait extrêmement cher. Moi j'ai été voir un billet en moyenne c'était 20 000 euros. Ouais. Là on n'est pas sur de la classe affaires. C'est vraiment un cran au-dessus. Mais ouais, si ça existait encore, j'aurais bien aimé. Ouais, Georges Pompidou a fait le vol inaugural du Concorde. Ah ouais. Il est pas peur. Ballsy le gars quand même. Ouais quand même. Parce que président, le mec, bon. Ouais. Voilà quoi. Et attends, juste vite fait, comment je peux placer juste un petit truc sur le Concorde ou, Ah mais je t'en supplie. Ouais. Ah ouais. Je t'en supplie. Ah mais oui. Allez. Sais-tu pourquoi il était de couleur blanche ? C'est juste un petit trivia comme ça que j'ai vu. C'est pour qu'on repère mieux les merdes d'oiseaux sur la carlingue. C'est une très bonne réponse, mais non, c'est pas pour ça. Parce que je pense qu'à mon avis, il allait tellement vite que les oiseaux pouvaient pas le se temps, dire, pas le temps, tu vois. Ouais. Non, pas le temps. Mais non, c'est parce qu'en fait, c'était pour minimiser la chaleur. Parce que déjà que il chauffait extrêmement. Oui, et puis pour refléter le soleil. Exactement. Tout à fait. Même si j'ai trouvé des photos de Concorde Pepsi. Avec floqué, avec des pubs Pepsi non, dessus. mais la faute de goût. Ouais, c'est clair. La faute de goût, non. Ouais. C'est comme une Rolls-Royce rose. Tu vois, c'est Non, mais oui, enfin,
Il y a sûrement des gens qui ont fait Et ça. je sais, malheureusement oui, mais bon. Mais voilà, c'était mon petit trivia. Non, bah oui, là, bah, c'est très intéressant. Et puis en plus, non, bah de toute façon, non, comme tu l'as dit, on reverra jamais un avion pareil parce que vu la consommation, c'est inenvisageable. Non, c'est pas possible. Déjà qu'on essaye actuellement de faire des avions verts qui disent, genre des avions zéro émission. Moi, honnêtement, j'y crois pas une seule seconde à ce projet-là. Mais il y a un truc, par contre, je pensais que tu allais en parler, c'est le nez du Concorde qui baisse. En fait, il s'abaisse. C'est-à-dire que nous, on a toujours l'habitude de voir le Concorde avec le nez baissé. Parce que les pilotes sont obligés de faire ça, parce que sinon, quand il est en vol, hop, le nez se relève pour qu'il puisse fendre l'air. Mais sauf que quand le nez il est comme ça, les pilotes ils voient rien devant en fait. Donc le nez se baisse quand ils atterrissent pour qu'ils puissent voir la piste en fait. Tu m'apprends quelque chose. J'ai pas vu cette info, ouais. Non, effectivement. C'est très intéressant. Et le Concorde aussi a été utilisé pour observer une éclipse. Oui, exact. En 1973. Oui, ça je l'ai pas dit effectivement, mais vachement ballsy quoi les mecs. Je trouve ça fou, ouais. Mais je trouve que le concept est vraiment dingue parce que ils se sont vraiment dit comment est-ce qu'on peut observer une éclipse encore plus rapidement parce que du coup il faut suivre la trajectoire de la Lune. Et on prend le Concorde et on va à Donf mon gars, et on va observer comme ça beaucoup plus longtemps. Et ils ont fait le tour du monde en restant dans l'ombre de l'éclipse quoi. Exactement. C'est hallucinant. Moi je trouve ça gueudin. Non, là c'est là où tu te dis j'aimerais bien être scientifique juste pour faire ça. Ouais, c'est clair. Mais je suis trop nul en maths. Et du coup j'ai caressé le truc vite fait là, mais il y a le film de Todd Browning là, Freaks, qui est sorti en 32 et qui a reçu un accueil glacial en France. La pire critique, parce que j'ai vu des suites de critiques. Cette histoire de cirque n'est que prétexte à faire défiler sous nos yeux les monstres les plus affreux que l'humanité ait engendrés. Oh là là. Mais en plus. Et ça, c'était avant la télé-réalité. Alors tu vois. Non, mais enfin, moi, je trouve ça abusé ce genre de propos. Enfin, c'est vraiment la preuve d'une bêtise crasse de dire ça, parce que le film. C'est un film qui est vachement profond justement quoi. Je l'ai vu il y a quelques années donc je m'en souviens pas très bien, mais c'est un film qui est profondément social en fait quoi, qui parle de la nature humaine, de la condition humaine, et en fait c'est une grosse métaphore sur la médiocrité humaine en fait ce film là quoi. Je pense qu'il a peut-être depuis il a acquis plutôt, j'irai pas jusqu'à dire une qualité de film culte. Bien sûr. Si, absolument. Parce que par contre il a fait un énorme four. Il s'est fait déglinguer par la critique partout. Il n'a pas marché du tout et son réalisateur a disparu après. Genre il a fait que ça. Mais je pense que c'est un film qui était trop avant-gardiste par rapport à son propos. C'est pour ça qu'il a pas été apprécié, il a pas été bien reçu quoi. Mais pourtant ce film il est nécessaire quoi. Mais c'est là où c'est fou quoi quand tu dis que justement les Freaks ont généré une telle fascination pendant des décennies et des décennies. Là, le mec il fait un film dessus et tout le monde lui chie à la gueule. C'est clair. Elle est belle l'hypocrisie. Ouais, quoi. C'est quand même une très très belle hypocrisie quoi. Et donc comme disait Pierre Wolf, vous êtes tous allés les mater. Ouais, c'est clair, c'est vous les monstres. Ouais, voilà. Mais il avait trop raison en disant ça quoi. Eh bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre de briller en société et vous rendre très intéressant. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission dans 2 semaines. Donc d'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts. Mettez-nous donc 5 étoiles pour nous envoyer dans un pays merveilleux où ceux qui s'aiment vivent à 2. C'est beau. Comme avec toi, mon gars. Et rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties. Et surtout, n'hésitez pas à nous soumettre des idées de sujets. Car nous, on adore ça, les sujets. Oui, nous, on aime bien, on aime beaucoup les sujets. Allez, quel avo, les gros bisous tout le monde. Ciao, ciao. Je suis pas ton pote, mon gars! Et moi, je suis pas ton gars, mec! Oh, c'est pas ton mec, mon pote! Je suis pas ton pote, mon gars! On n'est pas tes gars, mec! Je suis pas votre mec, les gars!